Situation sécuritaire dans l'est du pays. Après sa visite des sites militaires dans le Nord Kivu, le chef d'état-major général, le général Célestin Mbala Moussense, a rencontré son homologue rwandais à Kigali. La dernière incursion de M23 était au centre de leur discussion. Et c'est un rapport alarmant. La situation humanitaire en RDC est la plus préoccupante au monde. Pour le PAM, c'est près de 27 millions de Congolais qui sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. L'agence appelle à plus d'action. Et ouverture ce jeudi à Paris du Forum mondial sur la paix. Des dirigeants africains sont attendus à cette conférence internationale alors que le continent est de plus en plus la cible de mouvements djihadistes et d'instabilité politique qui les favorisent. La grande question est celle de savoir si cette énième édition pourra être une vraie opportunité pour les États africains. Éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, la RDC joue le Taïfa de la Tanzanie ce jeudi. Le ministre des Sports appelle à une forte mobilisation des Congolais derrière nos fauves. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Débutons ce journal par la coopération militaire RDC-Rwanda. Le chef d'état-major général a rencontré son homologue rwandais à Kigali. Le général d'armée Célestin Mbala Moussense a fait part de son indignation après l'incursion des M23 qui sont pris aux positions des FARDC. Pour le chef de l'armée congolaise, cette attaque porte un caractère sous-régional puisqu'elle a aussi touché aux bonnes relations existant entre les forces armées rwandaises et celles de la RDC. L'incursion de la rébellion étrangère avec attaque contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo à Tchanzu, Runyonyi et Mbouzi a énervé les FARDC qui n'ont pas gâché des temps à récupérer les contrées troublées. C'est après cette action rapide des FARDC que le chef d'état-major général est allé à la rencontre de son homologue rwandais sur une attaque que Célestin Mbala Moussense prend pour une menace de la sous-région. Passage des troupes en revue, honoré par l'armée rwandaise, tout protocole observé, une rencontre entre le chef des deux armées sœurs qui vient renforcer la collaboration pour que la confiance entre les voisins se mérite. Il s'agissait de faire face de manière concertée au terrorisme. Et le terrorisme a pris un caractère transnational, un caractère sous-régional. Il attaque tous les pays de la sous-région. Et nous nous sommes dit que c'est le moment, conformément aux recommandations de l'Union africaine, de mutualiser nos efforts pour faire face à ces mâles qui freinent le développement. Outre cette planification, cette préparation contre le mal du terrorisme, nous avons fait aussi le tour d'horizon de la situation qui se passe le long de nos frontières pour mutualiser les efforts et empêcher que les forces négatives ne puissent déranger nos propres frontières pour l'intérêt commun et conformément aux vœux de nos chefs d'État qui veulent que les relations entre les voisins puissent être de très bonnes relations, de manière à ce qu'on favorise le développement de notre pays, ainsi que l'amélioration des conditions de nos populations respectives. Le chef d'état-major général est déterminé à renforcer les troupes dans cette partie du territoire national. Jamais cette incursion ne se répétera. Et sur ordre du commandant suprême des FARDC et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le général d'armée Célestin Mbala Moussense doit convaincre les collaborateurs voisins à respecter nos frontières. Et attaque des présumés M23 contre les positions des FARDC. Le gouverneur militaire, le général Constant Ndima, est descendu sur les lieux des affrontements pour remonter les morales de nos troupes. C'est au pied de ces collines qu'il s'est adressé à la presse, devant laquelle il a rassuré de la détermination du gouvernement à ne plus céder à ce genre d'intimidation. Le 7, alors que nous venions de Béni avec le chef d'état-major général, nous atterrissons autour de 18h30. Et après 2 heures, nous apprenons que Tchanzu est attaqué et pris par le M23. C'est la nouvelle qui était tombée.
le chef d'état-major général a fait rapport au commandant suprême qui nous a donné des ordres clairs pour dire qu'il ne veut plus entendre parler de cette situation. Que nous reprenons rapidement Tchanzu, que nous l'avions pris depuis 2013 avec beaucoup de sueur et beaucoup de sang. Il ne voulait plus entendre parler de ça. Nous l'avons dit à vos ordres. Et directement, nous avons fait appel au commandant secteur Soukola 2, qui était à Massissi, de sortir et d'intervenir rapidement. Et ce qui a été fait, et que nos troupes ont repris la situation depuis le 9, donc à 14 heures que nous avons repris la situation. Et nous sommes sortis aujourd'hui pour une visite d'inspection, voir la troupe et aussi encourager notre population à regagner leur domicile. Ceux qui ont traversé la frontière pour l'Ouganda doivent rentrer et que le travail commence parce qu'ils ne peuvent pas vivre en dehors de leur terre. Nous avons fait cela et c'était à la grande satisfaction de tout le monde. Puis la province du Nord Kivu continue de connaître des cas d'attaques ciblées contre les changeurs de monnaie. La plus récente, c'est celle de Butembo. À Goma, le maire de la ville regrette que les cambistes font fi de sa décision limitant les heures de service à 17 heures. Saisi, le coordonnateur du réseau des cambistes promet de sensibiliser ses pairs pour éviter qu'un autre forfait se reproduise. Hier, dans notre société circule aussi, donc constaté que ce cas est arrivé vers 18h20. Moi j'étais encore au bureau, et comme c'est presque en face de moi là-bas, j'ai entendu les coups de balle. Mais en fait, je n'ai pas tout à dire. Moi je voulais seulement insister sur les communiqués qui avaient été en son temps déjà lancés pour la population, et les cambistes et les motards. C'était le communiqué officiel signé, l'un le 31 août et l'autre le 1er septembre de l'année en cours. Donc si vous permettez que je puisse relire même ces communiqués, comme ça les gens qui font les sauts d'oreille peuvent encore suivre ces mêmes communiqués et comprendre que maintenant nous allons encore renforcer ces communiqués, donc ces mesures prises pour la sécurité des personnes et des leurs biens, surtout les motards et les cambistes. J'ai lu les premiers communiqués qui est celui des motards, communiqué officiel numéro 30, 72/28, 31, MG 2021. Les maires de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal, Kabea Makossa François, porte à la connaissance du public que la circulation des motos est strictement interdite au-delà de 19 heures dans la ville de Goma à dater de ce 4 septembre 2021. Ainsi donc, il demande à tous les taximens motards, toutes les corporations de taximens moto et autres usagers privés de prendre toutes leurs dispositions pour entrer à leur domicile à partir de 18h30. Et c'est un signal d'alarme que lance le FAO et le PAM. La situation est grave aujourd'hui, mais peut être pire si rien n'est fait en urgence. En RDC, c'est près d'un tiers de la population qui croupit dans la misère et manque de quoi manger. Le rapport appelle à plus d'actions sur le plan mondial. C'est une mise en garde prise très au sérieux par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Programme alimentaire mondial. La RDC connaît un niveau d'insécurité alimentaire aigu les plus élevés. Pour le représentant et directeur pays du PAM en RDC, ces chiffres sont une alerte pour plus d'actions et pour faire les choses différemment. S'il est vrai que la crise que connaît le pays ne remonte pas d'il y a hier, mais les derniers chiffres de la classification intégrée de la sécurité alimentaire fait tomber le pays dans la phase de crise d'insécurité alimentaire aiguë avec des statistiques les plus élevées, plus que tout autre pays au monde. La crise ne frappe pas seulement de plein fouet les zones rurales, mais même les zones dans et autour de la capitale, rapportent les deux agences.
Cette crise s'est accrue notamment à cause du dépérissement de la production agricole, de l'accentuation des violences qui a aussi comme conséquence le déplacement des populations à côté de l'effondrement de voies des communications. Il y a aussi dans cette complexification la baisse du pouvoir d'achat par l'augmentation des prix et le facteur Covid-19. La stratégie de riposte prévue pour soutenir les plus vulnérables par la FAO vise l'amélioration de l'accès des ménages aux outils et aux semences, le soutien au processus de transformation et de stockage des aliments, en bref, accroître la résilience de cette population ainsi que sa productivité. Ce rapport accablant devrait interpeller tout Congolais en vue des solutions urgentes qui passent principalement par la fin de l'insécurité et la reconstruction des infrastructures. Et puis à Kinshasa, le gouverneur de la ville a ordonné l'arrêt de toute construction et autres formes d'occupation dans la zone à exproprier de la baie de Ngaliema qui va de la rivière Gombe jusqu'au chantier naval de Chani Metal. En effet, cet espace va accueillir le projet Corniche, la vaste solution du gouvernement pour absorber les déficits de logement dans la ville de Kinshasa. Cette décision avait été prise depuis la 43e réunion du Conseil des ministres de vendredi 7 août 2020. Et ce sujet nous ramène à l'international. La 4e édition du Forum mondial pour la paix débute ce jeudi à Paris. Elle sera inaugurée à la grande hall de la Villette par le président Macron, entouré de la vice-présidente américaine Kamala Harris et du président nigérien Muhammadu Buhari. Ce 4e rendez-vous du Forum national de la paix aura pour objectif de fournir une plateforme où se rencontrent les États, mais aussi les autres acteurs, sur des tas de sujets, comme les climats, la santé, l'économie, les sociales, ainsi que les questions numériques. La paix, qui est une denrée rare en Afrique, sera au centre d'un grand sommet qui réunit une trentaine de chefs d'État et des gouvernements qui sont attendus en présentiel à ce rendez-vous annuel. Voulu à l'origine par Emmanuel Macron, le président français, qui, ensemble avec la vice-présidente des États-Unis d'Amérique, Kamala Harris, vont donner un coup d'envoi à ces assises de Paris sous la paix, consacrées cette année à la réduction des fractures mondiales, avec un gros volet numérique. À cette messe internationale sous la paix, on note la présence de plusieurs chefs d'État africains, notamment l'Ivoirien Ouattara, Mamadou Buhari, pour ne citer que cela. Mais que gagnera l'Afrique au sortir de ce forum qui se tiendra jusque ce samedi et qui va devoir coïncider avec une conférence internationale sur la Libye? Selon certains analystes, la présence de Kamala, c'est un signal fort du réengagement des États-Unis d'Amérique dans les questions multilatérales, après 4 ans de boycott sous le règne du président Donald Trump. Le retour souhaité des États-Unis d'Amérique s'est alors matérialisé. Quelle opportunité pour le continent noir qui participe à ces échanges? La donne changerait-elle du point de vue sécuritaire dans le pays de l'Afrique subsaharienne, gangréné par la présence de groupes armés et groupes terroristes? Ces résolutions seront-elles suivies ou respectées à la loupe par ces pays occidentaux qui hébergent les multinationaux auteur de plusieurs bruits des bottes en Afrique? Autant d'interrogations qui restent en suspense. Cependant, ces forums, créés en 2018, visent à instaurer un rendez-vous régulier des décideurs mondiaux à Paris, à l'image de ce qui se passe à Davos en matière économique ou à Munich sur les enjeux sécuritaires. Cette conférence mettra aussi en avance plus de 100 projets du monde entier qui appliquent des solutions spécifiques à des défis de gouvernance mondiale en sélectionnant 10 à l'issue de cet événement. Et puis justement, comme se dit dans ce récit, cette conférence va rassembler tous les chefs d'État du monde, représentants de la société civile, ainsi que des dirigeants d'entreprises du monde entier. Jean-Marie Kassama m'a rejoint pour décrypter les enjeux ainsi que les opportunités de cette conférence internationale. Bonjour et bienvenue à vous, Jean-Marie Kassama. Merci. Alors, il ne s'agit pas de la première édition, on en est à la 4e déjà. Qu'est-ce que ça rapporte, avant de parler du continent africain? Qu'est-ce que ça a rapporté sur le plan mondial? Si je suis pessimiste, je vous dirais rien. Rien ou presque, parce que c'est une conférence de plus qui va se faire à Paris, avec quelques hicks quand même, parce qu'il aurait fallu inviter le président en exercice de l'Union africaine, que le président Tshisekedi, qui doit représenter l'intérêt du continent africain. À la place, on a invité Macky Sall, qui va le succéder
l'année prochaine. Ça veut dire quoi, concrètement? Mais ça veut dire tout simplement que l'Afrique n'est pas considérée à sa juste valeur. Ou peut-être on est en train de marginaliser un grand pays comme la RDC qui joue un rôle pivot sur le continent africain en matière de tout ce qui est stratégique, tout ce qui est économique. Parce qu'on dit que c'est une solution alternative à la crise post-Covid, par exemple. Eh bien, on n'a pas invité Tshisekedi. On n'a pas invité non plus le président sud-africain, par exemple, qui est à la tête d'une grande puissance. Vous voyez, ça c'est déjà un hic par rapport à cela. Et à côté de cela, il y a le cas de la Libye. Celui qui est à la tête d'une commission qui s'occupe de la Libye, c'est Denis Sassou Nguesso. On ne l'a pas invité non plus. Et donc, si vous regardez sur la table, vous avez qui? Vous avez Georges Weah, vous avez Ouattara, vous avez Mamadou Bouhari, vous avez Macky Sall du Sénégal. Vous n'avez pas les gens de l'Afrique centrale qui sont en quelque sorte au cœur du système. On a dit que la RDC est aujourd'hui un pays frappé par la faim. Mais moi, j'écoutais monsieur qui s'occupe autrefois de l'Organisation mondiale du commerce et aujourd'hui qui est à la tête de cette commission. C'est un Français d'ailleurs, monsieur Lamy, Pascal Lamy. Mais on n'a pas parlé de la RDC par rapport à cela. Moi, je pense que ce sont des conférences comme ça qui se succèdent, mais qui n'ont pas d'objectif de résoudre réellement les problèmes. Alors, Jean-Marie Kassamba, vous regrettez le fait qu'on n'ait pas invité quelques personnalités politiques africaines que vous avez citées justement. En d'autres termes, s'ils avaient été là, cela veut dire que l'Afrique aurait gagné quelque chose. D'abord, une conférence de plus, oui, on peut le dire, mais surtout, que les contenus de ces conférences doivent donner quelque chose. On sait en général que les communiqués finaux sont toujours préparés en avance. On sait que ça va très vite. On sait que les bilatéraux qui se passent un peu en marge de ces conférences, c'est expéditif. Donc, la plupart des travaux qui doivent être faits et qui doivent donner des résultats doivent se faire par nos diplomates. Or, aujourd'hui, nous avons, nous, Afrique, l'Union africaine et la RDC, qu'on ne se les cache pas, des diplomaties très faibles. Et nous avons une certaine condescendance de certaines communautés internationales vis-à-vis des questions d'Afrique. Et donc, on fait souvent des rencontres de cette nature. On voit qu'en réalité, c'est Macron qui essaie de soigner les retours des États-Unis parce que Trump avait boycotté un peu tout ceci. Avec Biden maintenant, vous savez que la France était en froid avec les États-Unis sur le dossier du sous-marin australien. Et donc, c'est plus, on va dire, une rencontre États-Unis-France pour améliorer un peu leur climat que quelque chose qui va toucher à la fin des problèmes que nous rencontrons sur le continent africain, parce que d'une manière récurrente, on organise autant de conférences et sur la Libye, et sur la faim, et sur le corona, ça ne résout pas les problèmes. Précision détail, jusqu'à maintenant, on n'a pas augmenté la capacité, par exemple, en vaccins transmis à l'Afrique. Macky Sall l'avait dit, Ramaphosa l'avait dit, Tshisekedi lui-même l'avait dit, on n'a jamais augmenté la capacité de donner des vaccins aux pays africains. L'autre détail, c'est que Glasgow, que tout le monde a salué, le rapport est sorti aujourd'hui. Dans ce rapport, vous voyez que la société civile décrit que la plupart des grandes puissances n'ont pas du tout renoncé non seulement à polluer, la France va reconstruire encore les centrales nucléaires. Ensuite, l'argent qu'on devait donner concrètement aux pays du Sud pour qu'ils puissent protéger l'environnement, c'est pinopte. Donc, en réalité, il n'y a pas grand-chose. Et qu'est-ce que vous préconisez à la place comme ça? L'Afrique ne devrait-elle pas avoir sa propre conférence internationale sur la paix? Mais que les Africains se prennent en charge. Regardez ce qui se passe en Éthiopie en ce moment. Il n'y a pas une voix forte de l'Afrique pour exiger la résolution de ces cas de l'Égypte, parce que l'Égypte avec l'Éthiopie, parce qu'effectivement, il y a des enjeux derrière. Regardez ce qui se passe avec le Bénin, je vous l'ai dit l'autre fois ici, que la RDC, par exemple, exige que la Belgique nous restitue nos œuvres d'art qui sont à Tervuren, beaucoup, mais on ne le fait pas. Si nous, Africains, on ne se prend pas en charge, on attend ce type de conférences à chaque fois pour trouver solution à nos problèmes, on va attendre longtemps. Merci Jean-Marie Kassamba. Je rappelle, vous êtes éditorialiste maison. Merci. Voilà, on a parlé de Glasgow ici et de la COP26. La Chine et les États-Unis, les deux premiers pollueurs, s'engagent dans un accord lors de la COP26 à lutter contre le réchauffement climatique dont les conséquences ne font de plus en plus mal et se font ressentir à travers le monde, notamment dans des sécheresses, des inondations, des méga-feux avec leur cortège grandissant des victimes et de dégâts. Regardez. Washington et Pékin ont créé la surprise. Les deux pays premiers émetteurs mondiaux des gaz à effet de serre ont décidé d'unir leurs forces
pour combattre la pollution, redonnons un espoir à des jours de la fin de cette conférence cruciale sur le climat. Ces documents contiennent des déclarations fortes sur les études alarmantes des scientifiques, la réduction des émissions de carbone et les besoins urgents d'accélérer les actions pour y parvenir. Ils s'engagent à une série d'actions importantes sur une décennie au moment où elles sont nécessaires. Dans leur déclaration conjointe, les deux principales puissances mondiales dont la rivalité avait semblé ces derniers mois déborder sur les terrains de la diplomatie climatique sans détails très précis de prendre des mesures renforcées pour élever les ambitions pendant les années 2020, réaffirmant leur attachement aux objectifs de l'accord de Paris, un réchauffement limité bien en deçà de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle et si possible de 1,5 degrés Celsius. Pékin et Washington s'engagent aussi à œuvrer à Glasgow pour une issue ambitieuse, équilibrée et inclusive sur l'atténuation, l'adaptation et le soutien financier aux pays pauvres. Ce texte a provoqué des réactions mitigées, notamment des pays pauvres qui insistent pour que les plus riches tiennent leurs promesses d'aide. Les projets qui feront encore l'objet des négociations et peuvent changer d'ici la fin de la COP qui doit se déterminer vendredi, mais qui peut aussi se prolonger, appellent les pays à réviser et renforcer dès 2022 les contributions nationales qui fixent leurs engagements à court terme. Les projets encouragent également les pays à accélérer la sortie du charbon et des financements des énergies fossiles. Sur ces dossiers brûlants du financement, les textes relèvent avec regret l'échec des pays développés à tenir leurs promesses de mobiliser, à partir de 2020, quelques 100 milliards de dollars par an d'aide climatique aux pays pauvres. Les textes n'avancent aucune solution concrète sur le financement, mais appellent au renforcement des mesures d'adaptation aux effets du changement climatique. Et on passe en sport à présent, à quelques heures de la rencontre décisive entre les Taifa Stars de la Tanzanie et les Léopards de la RDC. Le ministre des Sports était à l'hôtel où sont logés nos joueurs pour leur apporter les soutiens exprimés à la fois par le chef de l'État et tout le gouvernement. Devant la presse sur place à Dar es Salaam, Serge Condé a appelé à la mobilisation tous azimuts de Congolais. Ils sont conscients de l'enjeu de ce match. Les Léopards de la RDC restent déterminés à battre la Tanzanie pour garder leur destin en main avant d'achever la mission dimanche contre les écureuils du Bénin. Après la traditionnelle reconnaissance du terrain hier, le Fauve congolais ont reçu la visite du ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde Tshembo, porteur de messages du président de la République, du Premier ministre et de tout son gouvernement. Je tiens à vous signaler que l'État a mis tout en place pour que finalement, après 47 ans, notre équipe nationale se qualifie à la Coupe du Monde. Avec la Fédération congolaise de football, qui est justement notre organe technique, nous discutons tous les jours et nous échangeons. Je pense qu'à leur côté, tout est mis en place. Quant au mouvement des joueurs, tout est très bien organisé. Donc, à ce niveau, je tiens à rassurer le peuple congolais que les Léopards de la RDC sont très bien encadrés, que ce soit du côté de la fédération, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit même du côté du numéro 1 des sportifs, le président de la République, que les Congolais soient à l'aise. Tout ce qui nous reste aujourd'hui, c'est de demander au peuple congolais d'accompagner, de soutenir l'équipe nationale, Léopard, afin qu'ils arrivent à se qualifier à la Coupe du Monde. Donc je demande à tous les Congolais aujourd'hui, parce que le match sera très décisif, c'est une rencontre historique, de soutenir notre équipe nationale. Pour le match de tout à l'heure, 30 000 supporters seront présents à Mkapa Stadium, annonce la presse tanzanienne. Et puis tous les ingrédients sont donc réunis pour permettre à la RDC de venir à bout de la Tanzanie cet après-midi à Dar es Salaam. Les joueurs ont reçu leur prime et techniquement tout est prêt, confirme le vice-président de la Fédération congolaise de football, association Roger Bodembe. Comme vous le savez, c'est un match que tout le monde attend. Et effectivement, avec l'aide du gouvernement, nous avons fait les cartons pleins. C'est-à-dire tous les joueurs sollicités par l'entraîneur, ils sont à Kinshasa. Les derniers arrivés, c'était Jackson Mouleka et il est là. Donc maintenant, on attend plus de joueurs. Tout le monde est là. L'équipe qui va jouer demain, c'est une équipe métamorphosée. Et vous avez vu même Gaël, qu'on avait besoin comme distributeur, est là. Donc je pense qu'avec la présence de Gaël, Mbokani et Bakam seront bien servis. Donc, et quand vous approchez les joueurs, tous me disent
président, nous sommes venus prendre 3 points et nous allons rentrer prendre 3 points contre Bénin. Donc, ils sont un peu le même langage, ils sont tous déterminés. En tout cas, c'est la première fois que je vois cette détermination au niveau des joueurs. Donc, tous ont le même langage que demain on va mouiller les maillots pour satisfaire la population congolaise. Quand l'équipe joue et je ne suis pas là, bon, il y en a qui se demandent pourquoi ils ne viennent pas, ils ne sont pas sûrs. Mais dès que j'étais tout le temps en contact avec eux, ils savaient les programmes et nous sommes venus avec l'enveloppe du gouvernement. Donc il ne se pose aucun problème sur les plans financiers. Ce qui concerne ces matchs. Il est toujours déterminé, il continue à croire à la qualification de notre équipe nationale. Nous voulons aussi de notre côté croire avec lui et aller jusqu'à la dernière minute et nous pensons que tout va se jouer demain et nous osons croire, nous sommes déterminés. Place au rappel des titres à présent. Situation sécuritaire dans l'est du pays. Après sa visite des sites militaires dans le Nord Kivu, le chef d'état-major général, le général Célestin Mbala, a rencontré son homologue rwandais à Kigali. La dernière incursion de M23 était au centre de leur discussion. Et puis c'est un rapport alarmant. La situation humanitaire en RDC est la plus préoccupante au monde. Pour le PAM, c'est près de 27 millions de Congolais qui sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. L'agence appelle à plus d'action. Et puis ouverture ce jeudi à Paris du Forum mondial sur la paix. Des dirigeants africains sont attendus à cette conférence internationale alors que le continent est de plus en plus la cible de mouvements djihadistes et d'instabilité politique qui le favorisent. Éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, la RDC joue les Taïfas de la Tanzanie ce jeudi. Les ministres des Sports appellent à une forte mobilisation des Congolais derrière nos fauves. Restez avec nous pour la revue de presse. Et voilà, c'est une présentation pour ce jeudi signée Jenny Kayembe qui me rejoint déjà dans ce studio de l'autre côté. Bonjour et bienvenue à vous Jenny. Merci Gaëtan Kouba-Bourondi, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, 6 mois après l'instauration de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri par le chef de l'État, l'heure est à l'évaluation du côté de la société civile. Exactly, si le gouvernement de l'Union sacrée de la Nation critique positivement la gestion de l'état des sièges par des militaires, les acteurs de la société civile et de la politique ont dénoncé les attaques contre les populations civiles. Pour Edgar Katembo Mateso, vice-président de la société civile Force Vive du Nord Kivu, cité par Mediacongo.net, 10 raisons expliquent l'échec de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Pour lui, il y a eu d'abord de l'impréparation dans la restauration de l'état des sièges, des déficits dans la planification, l'absence de réalisme et de déterminisme, l'absence d'un mécanisme contraignant des suivis et évaluations de principes de redevabilité, un cadre de concertation civilo-militaire, des coordinations, d'actions et des mécanismes conjoints, des vérifications entre acteurs, les retards d'action, des justices qui accompagnent efficacement les opérations d'empathie nationale et du plan des sorties, alors que la population s'attendait au lendemain de l'instauration de l'état des sièges qu'il y ait le déploiement des autorités militaires et policières, des offensives pour commencer et continuer jour et nuit jusqu'à la neutralisation du dernier ennemi. Jusqu'aujourd'hui, on a l'impression que les autorités de l'état des sièges travaillent à tâtons avec un focus sur les actions non militaires dont les urgences humanitaires, la maximisation des recettes, a expliqué Edgar Mateso. Même réaction pour l'archevêque de Bukavu après son échange hier avec le vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Ce dernier estime que l'état des sièges n'est pas un modèle à imiter pour les autres provinces de la République démocratique du Congo et son avis a suscité de nombreuses réactions sur la toile. Prenons celle d'Alphonse Ngoï Kassanji. Pour lui, avant de parler des 6 mois de l'état des sièges, parlons d'abord de 20 ans de la MONUSCO. Ok. Voilà, autre chose évoquée dans votre revue de presse, accusé d'avoir interdit la diffusion de la chanson Nini Tosalité, le gouvernement réagit.
Effectivement, le gouvernement a voulu soigner son image sur ce qui se disait sur la toile. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, cité par la Prospérité, a tenu de préciser que l'État n'est ni de loin ni de près concerné dans cette affaire. D'après le ministre de la Communication et Médias, le gouvernement n'a même pas de prérogatives de s'attaquer à une œuvre musicale. Pour lui, ceci rentre dans les cadres de la liberté d'expression, abordant dans le même sens au Forum des As. Rappelle que le mardi dernier, la Commission nationale des censures des chansons et des spectacles avait reproché au groupe Impair la violation des dispositions des articles 2, 5 et 13 du décret 003 du 21 février 1996 portant création de la CNCCS pour n'avoir pas présenté les clips vidéo avant toute diffusion au public. Les mêmes faits étaient également reprochés à l'artiste et musicien Elvis. Et puis, vous nous faites commémorer un anniversaire, Jenny. Vous avez également titillé 11 novembre 2018, 11 novembre 2021, 3 ans jour pour jour depuis que 7 principaux leaders de l'opposition avaient choisi Martin Fayulu comme candidat de l'opposition. Oui, Gaëtan, il est question de souvenirs. C'était à Genève lorsque les 7 délivraient une feuille de route à leurs candidats communs en réaffirmant d'abord leur détermination à participer dans les cadres de la coalition Les Mouka aux élections de décembre 2018, rapporte lacroix.com. Un choix qui avait divisé la classe politique congolaise, si certains étaient pour, d'autres par contre étaient contre la candidature de Martin Fayulu. Quelques temps après, la base de l'UDPS avait réagi pour dire non à la candidature de Martin Fayulu et demander à Félix Tshisekedi de se retirer. Cet avis était également partagé par les sympathisants de Vital Kamerhe qui avaient aussi exigé à leur président national de se retirer dans cette affaire. Quelques temps après, ils ont finalement décidé de se retirer de cette affaire. Et on va terminer avec ce sujet insolite. Au Japon, un conducteur de train poursuit son employeur pour 0,43 € retenu sur son salaire. Oui, Gaëtan, il a déposé une plainte contre JR West, une des principales compagnies japonaises de transport ferroviaire qui lui a infligé une amende pour un retard d'1 minute. L'entreprise avait décidé de retenir 0,43 € sur son salaire à titre des sanctions, a rapporté 7sur7.be. Au niveau de la justice, le chauffeur a réclamé plus de 16 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par cette épreuve, précise les sites. Les conducteurs devaient déplacer un train vide vers une voie des garages de la gare d'Okayama dans l'ouest du Japon, mais s'est trompé de quai. Cette erreur a retardé les changements des conducteurs et le train a quitté la gare et est arrivé au dépôt 1 minute plus que les moments qu'il devait prévu. Voilà, merci Jenny Kayembe pour cette revue de presse. Merci à vous autres. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.